Ligne droite, vue de haut. Bonjour professeur Didier Raoult, directeur de l'IHU Méditerranée Infection, professeur de médecine, infectiologue et microbiologiste. Et merci beaucoup d'être avec nous pour cette toute nouvelle matinale de Radio Courtoisie. Alors aujourd'hui on va parler ensemble de la situation sanitaire, du vaccin et de la liberté d'expression des médecins. Mais tout de suite on va commencer par la fin de certaines de vos fonctions. Vous avez 69 ans. Vous avez atteint l'âge de la retraite universitaire et hospitalière au 31 août, demain soir. Vous auriez pu être encore contractuel pendant 2 ans, mais ça a été refusé par notamment François Crémieux qui a dit qu'il préférait tourner une page. Qu'est-ce que ça signifie selon vous, tourner une page ? Je ne sais pas, vous savez, je n'ai pas l'habitude de faire l'exégèse des textes des autres. Je ne parle que de ce que je fais et je connais. Alors, est-ce qu'on peut quand même parler du rôle de l'IHU qui, selon moi, quand même, a justement une grande autonomie, qui a failli perdre son autonomie en 2017. Peut-être qu'il y avait des gens qui pensaient qu'il fallait supprimer les IHU, mais enfin, c'est jamais aller au-delà des opinions que les uns et les autres. C'est un projet présidentiel depuis le début, et tant que le président de la République ne mettra pas fin, les IHU continueront leur vie. C'est plutôt la manie de ce pays, à chaque fois que quelqu'un est nommé à une direction, on s'imagine qu'il a tous les pouvoirs. C'est de l'hybris, vous savez, c'est banal. C'est le fait de tous les gens qui sont nommés quelque part, on s'imagine qu'ils ont tous les pouvoirs, ils sont rattrapés par le temps. Le temps, vous savez, la pire des déesses grecques, c'est Némésis, c'est une déesse interne qui vous punit de votre folie, vous savez. Oui, tout à fait, c'est l'hybris. Mais justement, Ivan Illich en parle aussi. Et on se demande justement si aujourd'hui on n'est pas aussi dans une folie aussi de la santé. Est-ce qu'on n'a pas peur aujourd'hui justement de tomber malade ? Je ne crois pas ça. Je crois que si vous voulez, on a eu une substitution de religion, comme le dit très bien Gaucher, d'ailleurs, comme le disait Nietzsche à sa manière, quand il disait Dieu est mort, c'est pas vraiment Dieu est mort. La forme de religion qui existait jusqu'à la fin du XIXe siècle a été en partie gommée et remplacée par un espoir d'un progrès continu qui entraînerait un bien-être qui augmenterait en permanence, une longévité qui augmenterait en permanence, une santé qui augmenterait en permanence. Mais et ça a marché pendant un siècle. Et puis actuellement, c'est plus le cas. C'est-à-dire qu'on plafonne en termes d'espérance de vie, mais souvenez-vous, il y a 10 ans, y compris les gens de la GAFA pensaient qu'on allait vivre jusqu'à 120, 130 ans, 140 ans. Pourquoi pas on changerait tous les organes. Cette espèce de folie qui prenait les gens et la vie nous rattrape, c'est-à-dire qu'à un moment, nos capacités, on s'use terriblement, je le regrette d'ailleurs, enfin on s'use par tous les bouts, et puis donc tout ça a un terme. Et donc au bout d'un moment, on meurt. Voilà. Et donc ça, il faut redire aux gens, vous savez, à la fin, on meurt, et donc on essaie de mourir le plus tard possible en bonne santé, mais enfin, on mourra quand même. Et donc il y a cette illusion de la croissance perpétuelle, et qui existe encore dans certains sites, dans lesquels on monte, écoutez, puisque pour prédire l'avenir, c'est pas difficile, il suffit de continuer les courbes, mais c'est pas vrai. Voilà. Et donc non seulement c'est pas vrai, mais c'est pas nous qui bénéficions le plus de ces avancées actuellement, puisque c'est Extrême-Orient où il y a la plus grande espérance de vie. Puis on voit bien que tout notre savoir, notre richesse n'amène pas à dépasser les autres. Enfin, quand vous imaginez, on vous aurait dit il y a 10 ans que l'espérance de vie aux États-Unis serait plus basse qu'à Cuba, et à peu près du niveau du celle du Vietnam et de l'Algérie, ça vous fait douter, si vous voulez, du modèle dans lequel on dit qu'on fait le mieux. Donc la vie, c'est pas comme ça. Et cette désillusion qui va, si vous la regardez bien, Maffezoli a bien examiné ça d'ailleurs, cette désillusion va avec le fait que les gens ont besoin d'autre chose que simplement l'espoir d'un modèle de progrès infini, permanent, basé sur une croissance permanente, basé sur une amélioration permanente de l'espérance de vie, parce qu'il reste des niches sur lesquelles on pourra gagner un peu, parce qu'il y a des maladies qu'on soigne mal, mais elles sont rares, elles sont petites, et donc ça pose un problème de rééquilibrage économique. Est-ce que l'industrie pharmaceutique, qui est ce qu'il y a de plus florissant actuellement, correspond pas réellement à des besoins dramatiques de santé nouveaux. Oui, donc tout ça, c'est des problèmes extrêmement profonds et pour lesquels beaucoup de gens ont vécu dans l'illusion, ou au moins enfin, les gens qui pensent rapporter l'opinion des uns et des autres, quand on parle aux gens, ils ne disent pas ça, c'est que tout ça allait continuer à augmenter et que
tout irait pour le mieux, de mieux en mieux. Ce n'est pas si simple. Voilà. Et donc, à mon avis, on a une crise de modèle très profonde. Et les crises révèlent ces crises de modèle. Notre modèle est en difficulté. Mais il est en difficulté. Moi, je fais ces cours depuis bien avant le Covid, où j'explique, vous voyez, on est dans une crise civilisationnelle, y compris sur les médicaments, dans lequel on n'a pas passé, personne n'a passé ce cap de nous avons constitué un patrimoine colossal de médicaments et de molécules, et on ne sait pas comment gérer économiquement et politiquement ce stock de médicaments dont on ne sait plus quoi faire, sauf à dire qu'ils ne sont pas bons pour les remplacer par des médicaments qui coûtent cher et qui ne sont pas meilleurs. Donc il y a un vrai problème de modèle économique sur les molécules, parce que les molécules ne peuvent pas devenir obsolètes. C'est éternel, une molécule chimique. Ça ne peut pas devenir obsolète. Des molécules qui seraient tombées dans le domaine public et qui, du coup, en fait, sont moins intéressantes, c'est ça, pour les laboratoires. Elles ne sont plus intéressantes du tout, elles ne sont pas rentables du tout. Donc il faut trouver un autre modèle économique. Moi, je m'étais posé la question, j'en avais fait une chronique, est-ce qu'il faut faire un appel d'offres, si vous voulez, dans le pays pour dire, écoutez, voilà, ce médicament qui est génériqué, qui c'est qui veut le distribuer, à quel prix, et vous aurez l'exclusivité où il y aura 2-3 distributeurs de ce médicament générique dans notre pays avec cette dose. Et il faut assurer les stocks. Vous voyez, ces molécules existent. On ne peut pas faire comme si elles n'existaient pas. Vous voyez, donc, et on ne peut pas dire, écoutez, on va les remplacer parce que ça ne rapporte plus rien, il n'y a pas de modèle, il y a des ruptures de stock. Vous voyez, donc il faut bien que notre société s'adapte à un changement très profond de notre connaissance par rapport à il y a un siècle. Et donc le modèle de Watts avec le brevet, si vous voulez, est quelque chose qui ne marche plus pour les médicaments. Donc il faut pouvoir utiliser les médicaments qui existent déjà. Oui, professeur Raoult, bonjour, Christian Bex. Je rejoins la matinale de Radio Courtoisie. Et donc, vous pensez qu'il faudrait peut-être saisir l'occasion de cette pandémie pour transformer la société, ses structures, la manière de la gérer ? Je pense, pas une surprise, je pense qu'il faut réfléchir. Et je pense que ça manque beaucoup. Et donc, il faut réfléchir, on a un tournant de notre société. Si les gens ne le voient pas, c'est qu'ils ne regardent pas le monde. Hein. On est à un tournant de notre société. Notre société, qui a 20 ans, était toute contente d'avoir la plus grande espérance de vie, les meilleurs tests à PISA quand on mesure la qualité des étudiants. Il y a eu un quotient intellectuel qui a augmenté pendant tout le XXe siècle. Il régresse depuis le XXIe siècle. Le classement PISA de notre pays est très, très mauvais. L'espérance de vie des pays qui ont la meilleure espérance de vie actuellement sont tous en Extrême-Orient. Si les gens ne s'en rendent pas compte, ils ne s'en rendent pas compte. Mais enfin, le fait que l'on ne le dise pas ou le fait qu'on ne s'en rende pas compte n'empêche pas les choses d'avancer. C'est une espèce d'illusion, ça, de dire que si on ne parle pas des choses, elles ne se passent pas. Elles se passent quand même si on n'en parle pas. Elles se passent quand même. Alors, et vous voyez, dans une crise comme celle-là, notre capacité manufacturière est ridicule. Donc, pour répondre à une crise où on a besoin de faire des choses, si on n'a plus de factures, qu'on ne fait plus que du tertiaire et que ce tertiaire est d'ailleurs parfaitement réalisable dans n'importe quel pays en dehors de la France, qu'est-ce que notre modèle signifie ? C'est vraiment une question de modèle sur lequel il faut réfléchir. Qu'on voit, qu'on a vu. Nous, on a vu avec les masques, les blouses, les gants, on a tout importé de Chine. Oui, alors justement, la crise du Covid est mondiale, mais c'est notre société occidentale qui se retrouve remise en cause. Ah oui, parce que globalement, c'est elle qui avait les moyens les plus extraordinaires et avec des résultats qui sont incroyablement discordants avec la richesse. Mais là aussi, je m'excuse, c'est des données qu'on connaissait simplement que personne ne regarde. L'OCDE publie tous les ans un rapport sur la santé qui s'appelle Human Health at Glance. Et si vous regardez ça, vous voyez que ça fait des années qu'il y a un décrochage entre l'espérance de vie, le PIB et l'investissement dans la médecine. Donc il y avait un moment où ceci était parallèle, et puis il y a un décrochage qui se trouve aux alentours de $20 par tête et de $10 000 d'investissement dans la médecine par tête, où il n'y a plus aucune corrélation
entre l'espérance de vie et l'argent. Ça, c'est une question qui ne date pas d'hier. C'est un décrochage qui a été noté. Tous les économistes de santé connaissent ça. Donc, il y a des vraies questions qui se posent. Et comme les améliorations que l'on voit dans la santé et qu'on a vues ici dans le Covid étaient essentiellement basées sur des évolutions technologiques et pas sur des évolutions médicamenteuses, il y a une vraie question. C'est qui fait la technologie, et on l'a bien vu, qui fait la technologie. Je peux vous dire que nous, on a reçu des appareils à PCR qui faisaient la PCR en 20 minutes de Singapour, de Corée, de Chine. Et donc, on voit bien d'où ça vient. Donc, notre absence d'investissement dans la technologie, la technique, y compris dans le domaine médical, quelque chose qui posera des problèmes à terme. C'est comme ça. C'est-à-dire que si on n'est plus capable de construire les outils, on aura des problèmes à terme. Hein. Donc notre problème, notre efficacité ne peut pas être simplement basée sur l'influence que nous avons, parce que cette influence va aller en diminuant quand les gens voient bien qu'en réalité, les pays dans lesquels nous vivons n'ont pas réussi à faire mieux que l'Afrique, quoi. Alors, vous dites il faut réfléchir à l'avenir, mais comment procéder, comment réimporter toute cette technologie que nous avons exportée ? Je ne sais pas comment le faire. Déjà, je pense que si on commençait à réaliser que ce qui est mis en exergue sont des problèmes de fond et que il va y avoir... donc moi, je suis assez convaincu que les crises, quand elles sont analysées, permettent de rebondir. Je pense que c'est comme ça. Si on réalise qu'effectivement, on ne peut pas entièrement abandonner le faire, moi je suis un grand admirateur de Hannah Arendt. Je crois qu'il faut faire. Je crois à l'homo faber. Je crois qu'il faut faire. Voilà. Et donc, si on abandonne le faire, qu'on ne sait plus faire, eh bien, il se passe ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on attend que les autres fassent et qu'ils nous proposent des solutions miracles. Et les solutions miracles, dans mon expérience, sont très rares. C'est-à-dire qu'il faut accentuer encore les efforts de recherche. Oui, mais là aussi, le problème, si vous voulez, de la recherche, c'est qu'il faut, pour pouvoir faire de la recherche, il faut commencer à aimer la recherche. Et c'est une chose, moi je peux vous dire quand même, j'en ai une expérience qui est pratique. Là, les gens n'aiment pas, en particulier dans votre milieu, ils n'aiment pas la vraie recherche. Ils aiment les gens qui papotent avec eux. Et vous voyez bien que vous commencez les discussions en papotant avec les gens, ce qui, moi, ne m'intéresse pas. La recherche, c'est un métier auquel vous ne comprenez pas grand-chose et vous n'avez pas les moyens de vraiment comprendre, d'accord ? Tout ce que vous pouvez faire, c'est, attendez, qui me parle ? Et que vous appreniez à utiliser les outils qui vous permettent de savoir qui vous parle. Et pas seulement qui est disponible pour venir à Paris parler sur un plateau et papoter en racontant des choses plus ou moins vraies. Vous voyez, et donc, on voit bien dans cette crise, quand les gens disent, écoutez, il y a une crise maintenant de crédibilité de la science, c'est pas du tout un problème de crédibilité de la science, c'est que des gens sont crédules, ça c'est vrai, et donc ils ont cru que les gens leur parlaient de science, ils ne leur parlaient pas du tout de science, ils leur parlaient de leurs opinions. Vous voyez, moi, je suis sidéré de voir que moi, j'ai commencé à faire, j'ai probablement été un des mieux, en termes de laboratoire, un des mieux équipés en séquences génomiques de tout le pays depuis bien longtemps. Ça a commencé en 92. Et donc, j'ai passé mon temps à faire des séquences. J'ai probablement séquencé une des 10 premières séquences bactériennes au monde. J'ai fait 2 publications dans Science avec Jean-Michel Clavry sur ce domaine-là. Je crois que je sais regarder les séquences. Et donc, quand je dis, vous savez, quelque chose qui est très banal, vous savez, tous les virus ARN mutent beaucoup, et donc, ça y est, on a des mutants particuliers. Donc, on a appelé les variants. On a commencé à expliquer ça. Quand j'ai entendu la moitié des gens qui disaient, vous savez, les mutants et les variants, ça n'existe pas dans les virus ARN, ça veut dire que quand même, vous avez des interlocuteurs qui sont étranges. Parce que quand même, moi, j'apprends ça aux étudiants depuis 30 ans, quand même. Hein. Oui, donc, c'était quand même. Vous voyez, donc, ce que vous appelez, vous, des scientifiques, et ce que j'appelle des scientifiques, moi, c'est pas la même chose. Et ce qu'on appelle la recherche dans ce pays, et ce que j'appelle la recherche, moi, c'est pas la même chose. Comment avancer alors ? Comment se transformer ? Comment rentrer dans le concret et sortir du papotage de salon ?
Ouais, si vous voulez, il y a un côté antagoniste fondamentalement. Vous savez, je veux dire quelque chose qui est horrible. La recherche n'est pas du tout démocratique. C'est très élitiste, la recherche. Et donc, quand la politique se mêle de la recherche, c'est un problème parce que commencent à se superposer des problèmes d'équité, d'égalité. Mais c'est comme le sport de haut niveau, la recherche. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, et à la fin, il y en a qui vont courir plus vite, et puis il y en a qui vont lancer plus loin, et il y en a qui vont nager plus vite, et puis c'est comme ça. Et la recherche, c'est la même chose. D'accord ? Et donc, tant qu'on n'admettra pas que ce n'est pas un truc qui est démocratique, c'est-à-dire tout le monde ne peut pas se mettre à faire de la recherche, et tous les gens qui ont fait une thèse ne sont pas des chercheurs, ce n'est pas vrai, c'est pas comme ça. Donc, tant qu'on n'aura pas ce goût, moi j'ai l'habitude de dire ça, j'ai répété plusieurs fois, vous savez, c'est comme... je ne suis pas un fanatique d'opéra, mais j'ai beaucoup de gens autour de moi qui adorent l'opéra. Si vous aimez l'opéra, il faut aimer les divas. Sinon, il faut aimer les chorales. C'est autre chose. Mais si vous voulez aimer l'opéra, il faut avoir des divas. Et les divas, ça se traite comme des divas, ça ne se traite pas comme des choralistes. Parce que si vous changez quelqu'un à la chorale, ce n'est pas sûr que ça va changer quelque chose. Mais si vous n'avez pas la diva, la représentation, ce n'est pas la même chose. Alors, c'est la même chose. Et nous, les divas, on les chasse du pays, en pratique. Ce qui veut dire qu'il y a les bons et puis il y a les meilleurs, les divas. Oui, mais toute l'histoire est clusterisée, si vous voulez. Quand on s'intéresse à l'épistémologie, qui est l'histoire de la science, toute l'histoire montre qu'elle est clusterisée. C'est-à-dire que il y a 1, 2, 3 personnes très brillantes et autour d'eux se fait un foisonnement parce qu'ils ont un effet d'entraînement autour d'eux, parce que les gens parlent, que les idées sont contagieuses et que c'est par nid, ça fonctionne. D'ailleurs, c'était le principe des IHU, c'était de faire des nids de connaissances. Ça veut dire qu'on ne fait pas une répartition équanime, si vous voulez, des moyens en disant on donne à chacun un peu pareil, ou on fait évaluer des projets qui seront réalisés à 3 ans maintenant, mais c'est une hérésie de faire évaluer des projets de recherche qui ont un sens. C'est complètement... ça que vous n'avez pas compris ce qu'était la compétition. La compétition, c'est maintenant. On ne va pas attendre 3 ans pour avoir l'argent pour faire les choses. Donc, tout ça est basé sur le fait qu'il faut baser les choses sur l'équité. Il n'y a pas que là. Partout, c'est le même problème. C'est comment hiérarchise-t-on la priorité de ce que l'on a. Moi, je suis tout à fait d'accord que dans la représentation, il faut avoir une représentation qui soit équitable. Et que tout le monde soit représenté. C'est comme ça, c'est le principe même de la représentation. On tirerait même les gens au sort, que ça ne me choquerait pas. Ce que faisaient les Grecs, et finalement, ce n'est pas plus mal. Mais vous ne pouvez pas confondre la représentation et la capacité à faire les choses, qui est l'association d'un certain nombre de talents dont l'association est rare. C'est comme ça. Il y a des gens, y compris, qui sont extrêmement intelligents, extrêmement capables intellectuellement et qui n'arrivent jamais à finir de mettre en forme les choses. Moi, j'ai connu des gens comme ça. Et à côté de ça, vous avez des gens qui sont des travailleurs insatiables, si vous voulez, qui donnent l'impression d'être moins créatifs et qui arrivent à des résultats. Et donc, tout ce que vous pouvez juger en réalité, c'est les résultats. Et ça, c'est difficile parce que vous êtes obligé d'attendre. Alors, la philosophie officielle actuellement pour lutter contre le Covid, c'est la vaccination. Mais est-ce qu'on peut aller plus loin, puisqu'actuellement, il n'y a pas de traitement ? Je ne suis pas d'accord qu'il n'y a pas de traitement. Si vous voulez, encore une fois, il y a une focalisation. Vous le voyez d'ailleurs, c'est intéressant, mais je pense qu'il y a un trouble dans nos sociétés qui est assez récurrent, qui est la perte de mémoire. Je pense que c'est les écrans d'ailleurs qui font ça. Donc, plus personne ne se souvient de ce qu'il a dit il y a 6 mois, ni ce qu'il a fait il y a 4 mois, ni ce qu'il a fait il y a 1 an. Parce que sinon, si on mettait tout le bêtisier du Covid, si vous voulez, on aurait des surprises quand même. Quand même, souvenez-vous qu'il y avait une énorme bataille pour le traitement autour du traitement de Gilead, de Remdesivir, qui a quand même été celui qui a le plus financé les gens qui ont fait les essais. Alors, à la fin, l'Europe s'en est acheté pour 1 milliard. Vous en entendez encore parler, vous, de ce truc ? Non. Non. Donc, ça veut dire que l'Europe a payé 1 milliard de trucs. Je crois qu'ils ont fini par l'envoyer en Inde. Donc, vous voulez pas qu'on essaie d'être lucide un peu sur ce qui s'est passé ? Donc, si, ça serait bien, justement. Aucun des médicaments. Donc, quelque chose de lucide consistait à dire, c'était l'approche des Chinois, et pour l'instant, c'est eux qui ont fait le mieux au monde sur la prise en charge du Covid.
c'est qui ont le plus bas tas de le coût en termes de mortalité le plus bas au monde, et même en termes de cas. C'est même assez extravagant. Ils avaient un raisonnement assez simple. Ils ont testé la molécule sur les virus. D'ailleurs, on connaissait plus ou moins ce qui était efficace depuis l'histoire du premier SARS, c'est qu'on a vu que c'était la même chose. Et donc, les deux premiers qui sont testés, dans les deux premiers qu'ils ont testés, il y avait la chloroquine. Ils ont dit, écoutez, puisque la chloroquine, ça coûte rien, on va prendre ça. Ce qui était une simplicité que tout le monde peut comprendre. Après, depuis, on s'est rendu compte que l'artésimine marchait, que l'ivermectine marchait, que la cyclosporine donnait des effets importants. Tout ça, ça coûte rien. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour pouvoir faire vraiment, y compris nous, notre essai, ça n'a jamais été de faire de l'hydroxychloroquine toute seule. Nous, ça a été de faire l'hydroxychloroquine avec l'azithromycine. Avec de l'azithromycine, avec une posologie que moi je connais parce que j'utilise ce médicament depuis 30 ans, les maladies infectieuses, et qui pour l'instant n'a pas été utilisée par les autres. Moi j'ai vu récemment là, un très grand travail français là, où les dosages de ce qu'ils ont, c'est 20% des doses dans le sang. Hein. La dose qu'ils ont d'hydroxychloroquine et sans azithromycine, c'est 20% des taux que nous avons, nous, et qui sont ceux que je recherche depuis 30 ans. Donc, si l'hydroxychloroquine, ce n'est pas un truc magique, c'est de la médecine. Alors, la médecine, on ne peut pas vous donner n'importe quelle dose, et les Anglais ont fait pire. Ils ne faisaient même pas les tests diagnostiques. Ils ne savaient même pas ce qu'ils soignaient. Ils ont publié ça dans les meilleurs journaux du monde. C'est ça qui est étonnant, c'est la disparition de la médecine. On soigne des gens dont on ne connaît pas le diagnostic, et parfois... Quand ils ont publié la version définitive, c'était incroyable. Il y a des 10% des gens qu'ils ont inclus qui avaient des tests négatifs. Et ils ont inclus quand même, ils n'ont pas sorti de l'étude. Vous voyez, et ils donnaient des doses que jamais personne n'a données. En citant quelqu'un que je connais très bien, c'est un très grand scientifique, qui est Nick White, qui a dû faire un article de correction pour dire, mais attendez, si c'est un article à moi, je n'ai jamais conseillé des doses pareilles, qui sont des doses toxiques pour commencer. Donc on est quand même dans un monde qui médicalement est une surprise extrême. Enfin, c'est incroyable que des gouvernements et des États et l'OMS valident des stratégies thérapeutiques de cette nature, de gens qui connaissent même pas la posologie des médicaments, mais c'est incroyable. Dans la stratégie surprenante justement du gouvernement, il y en a une autre, c'est celle d'avoir dit à tout le monde, restez chez vous, prenez du Doliprane et attendez que ça se gâte pour venir à l'hôpital. Et à ce sujet, on a l'impression que ça recommence en ce moment en Martinique. Je vous propose d'écouter le journal télévisé de Martinique Soir qui a lieu le jeudi 19 août. Nous sommes devant les urgences et là, ce sont les syndicats hospitaliers et les infirmiers libéraux qui protestent contre la politique de santé décidée par l'État en Martinique pour cette crise sanitaire. Ils souhaitent que les malades du Covid soient pris en charge chez eux par les médecins et les infirmiers libéraux avant qu'ils n'arrivent à l'hôpital. Qu'on ne puisse laisser des personnes infectées par le Covid seules chez elles avec de l'efferalgan, du Doliprane. Seules chez elles à infecter leur famille. Et c'est ce qui se passe là aujourd'hui. Et après 2 jours, 3 jours, 4 jours, 7 jours, on reçoit les patients directement à l'hôpital. On apprend qu'il y a des traitements, d'autres alternatifs, et qu'on empêche de prescrire. On empêche aux pharmacies de délivrer. C'est inacceptable en Martinique. Là, il y a quand même vraiment une incompréhension parce qu'on a l'impression que cette erreur qu'on a déjà commise en France, en métropole, on la répète aujourd'hui en Martinique. Ah ben, écoutez, je ne sais pas, moi je dis des choses, j'ai remarqué que la haute autorité de santé a fait des recommandations en France qui rejoignent à 90% ce que j'ai dit. Donc je pense que ça serait bien que ça soit appliqué en Martinique aussi. C'est-à-dire que, d'abord, moi je pense qu'effectivement l'obligation de moyens fait partie des règles médicales et que donc l'obligation de soins fait partie des règles médicales. On doit voir les malades, on ne sait pas ce qu'ils ont avant de les avoir examinés, on doit les voir, c'est la première chose. Deuxièmement, on doit les soulager, on doit les calmer. Troisièmement, dans cette maladie, c'est très important de détecter la baisse de l'oxygène dans le sang avec des matériels qui sont très bon marché, que nous, on a expliqué depuis bien longtemps. C'est ce que vous avez fait à l'IHU, tout à fait, depuis le début. On a recommandé aux gens de faire ça. En France, ça coûte 20 €, un médecin pour acheter ça, pour regarder l'oxygène dans le sang des gens, parce que les gens ne sentent pas, comparé aux autres pneumonies, qui sont en insuffisance respiratoire par l'accélération de la respiration, comme dans les autres infections respiratoires. Tout ça, d'ailleurs, on pouvait le savoir qu'à condition d'examiner les malades. Ensuite de ça, l'usage des antibiotiques dans cette maladie est aussi quelque chose qui est à peu près reconnu par tout le monde, comme dans à peu près toutes les pneumopathies.
Donc tout ça sont des choses. Après, il faut faire très attention parce qu'il y a des gens qui font des troubles de la coagulation, des phlébites, qui vont faire des embolies pulmonaires. Donc c'est des malades, ça, c'est des malades. Et donc, si vous voulez, on ne peut pas innover la médecine en disant maintenant, les malades, on ne les examine plus, on ne les voit plus. Faut pas, vous voyez, c'est un déni. De la même manière, il faut faire attention non plus. Et c'est deux grandes bases, j'ai eu l'occasion de le dire. Enfin, l'obligation de soins, ça fait partie de notre métier. Et d'autre part, le secret médical, ça fait partie de notre métier. Il faut faire attention qu'on n'oblige pas les gens à divulguer des choses sur... ou les médecins à divulguer des choses sur leur santé, ou sur la santé de leurs malades. Moi, j'ai été très heureux de voir que les médecins du travail ont refusé de transmettre la liste des gens qui étaient vaccinés ou pas vaccinés parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Et donc, ils reviennent à quelque chose qui est basique, qui est les règles de base. Enfin, ça fait plus de 2000 ans que ces règles sont établies. On ne peut pas, d'un coup, dans l'affolement, remettre en cause la base de la relation médecin-malade en disant, écoutez, les médecins ne doivent plus voir les malades. Enfin, d'autant que cette peur panique qui a été transmissible, finalement, a atteint aussi un certain nombre de médecins qui ont peur eux-mêmes d'aller voir les malades. Donc, je pense que, enfin, j'espère que cette crise remettra. Tout ce que je vous dis, en réalité, c'est la même nature. C'est est-ce que la médecine peut être démédicalisée? Et je crois que non. Voilà, je crois fondamentalement, ça fait très longtemps que je fais ce métier, je crois que fondamentalement, on ne peut pas démédicaliser la médecine. Donc, on ne peut pas démédicaliser les essais thérapeutiques en foutant n'importe quoi comme dose de médicaments à n'importe qui en disant, tiens, les médecins diront, c'est ça, c'est pas ça. On n'a pas de confirmation diagnostique. C'est l'inverse de tout ce qu'on a fait en médecine. Ce qu'on a fait en médecine jusqu'à maintenant, c'est pas regarder si les effets thérapeutiques si les essais étaient randomisés ou pas. Regardez si on soignait les malades. Vous savez, 70% des médicaments de référence en maladies infectieuses, c'est un texte, pour moi qui l'ai inventé, des références de traitement en maladies infectieuses n'ont jamais fait l'objet d'un essai randomisé. Donc, on savait très bien soigner les maladies infectieuses. Là où ça a explosé, c'est probablement un domaine dans lequel ça ne servait probablement à rien, c'est dans le sida, parce que dans le sida, vous n'avez pas besoin de faire des essais randomisés pour regarder s'il y a du virus dans le sang. S'il n'y a plus de virus dans le sang, le malade est soigné. Si le virus réapparaît dans le sang, c'est soit qu'il a échappé parce que le virus s'est échappé, soit qu'il ne prend pas le traitement. C'est comme ça. Donc, si vous voulez, de faire d'énormes essais multicentriques, c'est une partie de la promotion médicale, pharmaceutique. On n'a pas besoin de ça pour faire de la connaissance. Et je ne sais même pas pourquoi les gens ne comprennent pas ça. C'est une simplicité biblique. On a l'impression en fait que le système médical maintenant devient un peu abstrait, presque je dirais tableau excelisé, que tout se retrouve sur tableau Excel, mais qu'on oublie la réalité, le soin, le soignant. Alors là aussi, si vous voulez chercher qui c'est qui est intelligent, il y a eu des gens très intelligents. Il y a quelqu'un qui a prévu ça, qui est tout à fait extraordinaire, qui est Baudrillard. Il faut relire, il faut lire Simulacre et Simulation. Vous allez trouver la description de tout ce que vous voyez actuellement. Donc il dit à un moment, c'est ce qu'il appelle l'hyper-réalité, il dit à un moment, le monde digital ne représentera plus une distorsion de la réalité, mais un monde totalement indépendant. Et il y a une anecdote que j'aime répéter, qui est une anecdote des Anglais qui ont fait la plus grande farce de Londres avec un restaurant totalement fictif. C'était des gens qui étaient payés pour cliquer. Vous savez bien que la notoriété des choses, c'est on clique sur Internet. Et donc, ils étaient des gens qui étaient payés par TripAdvisor pour cliquer sur les restaurants que vous voulez faire monter. TripAdvisor, payez quoi? Je ne sais pas très bien ce qui était. Mais un jour, ils ont essayé de voir jusqu'où ça pouvait aller. Et donc, ils ont créé un restaurant totalement fictif où on ne pouvait aller que sur réservation. Il y avait un répondeur qui disait qu'il fallait qu'il rappelle ou qu'il n'y avait plus de place. Et il cliquait. Et au bout de 6 mois, c'était le restaurant numéro 1 de Londres. Et à la fin, ils sont mis dans un jardin, ils ont mangé à 4 et ils ont présenté quel était le restaurant le plus célèbre de Londres. Donc, c'est notre monde, c'est le monde dans lequel on vit là actuellement. Donc, si vous n'avez pas réalisé que vous êtes dans ce monde, vous ne comprenez pas pourquoi quelque chose qui apparaît être tout bête, juste du bon sens médical qu'on nous enseigne depuis des années, tout ça peut passer à travers les mailles et peut être publié dans les plus grands journaux et organisé par des États qui ont un état d'avancement médical dont on espérait qu'il serait extraordinaire. Vous voyez ?
Et en même temps, vous avez les Chinois qui ont publié dans le Lancet, on n'a pas mis de placebo parce que ça ne fait pas partie de notre morale. C'est quelque chose quand même. Vous voyez, ils ont réussi à le publier. Ils disent, chez nous, c'est immoral de ne rien donner. Donc on donne quelque chose, alors des médicaments traditionnels, etc. Mais de dire à un malade, on ne va rien vous donner, c'est immoral. En tout cas, professeur Raoult, vous êtes bien réel, vous les études le sont et elles sont concrètes et on vous remercie pour ça, on vous remercie aussi pour cette interview. Merci beaucoup. 7h, 9h sur Radio Courtoisie, ligne droite, avec Clémence Oudiakova.